Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous présente Alain Fachin. Alain est un père bien sûr, mais aussi un grand-père et je l'ai rencontré à l'occasion de mon voyage en Inde en octobre dernier où je suis allé pour faire un stage de méditation. Alors ça tombait d'autant mieux que c'était Alain qui s'occupait de la formation bien sûr puisqu'il est spécialiste de la pratique depuis une dizaine d'années, mais aussi instructeur en méditation. Ses enseignements et la pratique quotidienne de la méditation m'ont ouvert des voies insoupçonnées sur ma façon d'interagir avec mes filles et avec ma femme. Alors je me suis dit que ça pourrait être cool de discuter avec lui de son parcours de daron et de grand-père bien sûr, mais aussi de l'impact de la méditation sur sa vie. J'espère que ça vous donnera envie de vous y intéresser. Je vous mets plein de liens dans les notes du podcast pour mieux comprendre. Si vous aimez Histoire de Daron, surtout, abonnez-vous au podcast. Vous pouvez mettre une note sur iTunes, sur vos applis de podcast préférés, mais aussi un commentaire, ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Enfin, je vous rappelle que si vous êtes sur Spotify, vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Histoire de Daron sur cette plateforme. Il suffit de chercher Histoire de Daron dans la barre de recherche. Vous le savez, si le concept vous plaît, surtout vous en parlez autour de vous, vous partagez sur vos réseaux sociaux parce que le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Un grand merci et je vous laisse avec Alain Fachin. On est avec Alain. Salut Alain. Bonjour Fabrice. Tu vas bien ? Super. Alain, avec ta douce voix chaude. Merci. Tu as une voix de radio, j'imagine qu'on t'a déjà dû te le dire, mais... Oui, parfois. Mais je me suis jamais essayé à ces pratiques-là. Alain, on se connaît et on s'est rencontrés à l'occasion d'un voyage où je suis allé en Inde, en fait, organisé par ta femme et par toi. Sachant que ta femme est ma psy aussi, que j'ai rencontrée il y a un peu plus d'un an, un an et demi. Jeanne. Voilà, Jeanne Siofachin. Ce stage était à la fois basé sur des pratiques ayurvédiques et aussi sur un stage de méditation. Oui. On va revenir, c'est ta grande spécialité, la méditation. Et en fait, on a un peu discuté de à quel point la méditation t'avait, toi, en tant que grand-parent, parce que t'es grand-père aujourd'hui, amené une forme de... une approche en fait différente vis-à-vis de tes petits-enfants, et je me disais que ça pourrait être hyper intéressant à la fois de parler un peu de méditation, parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté depuis maintenant un an et demi que je la pratique très régulièrement, et puis aussi toi en tant que grand-père, et peut-être qu'est-ce que ça a pu aussi te changer toi dans ta relation à tes enfants. Si je me trompe pas, t'as 2 filles, c'est ça ? J'ai 2 filles et un fils. Qui sont des grands, ils sont très grands maintenant. Lise, 33 ans, Eugénie, 33 ans, et Hugo, il vient d'avoir son anniversaire au mois de février, 25 ans. D'accord. Pour revenir, donc il y a 33 ans, c'est ça ? À quel moment tu décides toi d'avoir ton premier enfant ? Comment ça se passe dans ton existence à l'époque ? À l'époque, j'avais 23 ans lorsque Lise est née, donc j'étais assez jeune et j'avais terminé mes études, j'avais fait des études de sciences économiques et sociales et une école de commerce, et je venais d'être recruté par un groupe pour mon premier job dans ce registre-là. Et lorsque j'ai su que j'allais être papa, j'étais heureux, c'était inattendu d'abord, et j'étais heureux comme tout. J'avais une représentation de la paternité qui, à mon avis, d'abord fait partie de mon ADN. Avoir des enfants, je trouve ça tellement merveilleux. Des petits-enfants, on en parlera dans quelques minutes aussi. Et la naissance de mon premier enfant a été un grand moment de joie, de bonheur, et en même temps de stress. Parce que c'est pas évident. J'avais pas encore 23 ans, j'allais avoir... je venais d'avoir 23 ans. T'étais vraiment très jeune. Voilà, j'étais très jeune. C'est pas évident à 23 ans de se dire ma vie, mon quotidien va changer, le berceau, les couches, les biberons, la vie bascule. Alors très agréablement, bien sûr, mais en même temps, tout ce que j'avais vécu auparavant, une bonne partie de ce que j'avais vécu auparavant n'était plus possible. Pour Hugo, puisque Eugénie est en fait la fille de Jeanne, ce n'est pas ma fille, même si je la considère comme ma fille. Jeanne et moi nous sommes rencontrés lorsque Lise et Eugénie avaient un peu plus de 4 ans,
Donc elles ont toujours vécu comme des sœurs. Et elles ont 2 jours d'écart, ce qui est assez drôle. C'est fou, hein. 2 jours d'écart et 20 ou 25 centimètres de taille d'écart. Et pour Hugo, c'était c'était la même chose, en fait. C'était la même chose, un moment de joie et de stress. Et d'ailleurs, aussi bien pendant la période avant la naissance de Lise, j'avais pris 6 kilos. Et juste avant la naissance d'Hugo, donc pour Hugo, j'ai pris 6 kilos également. Donc quelque part, j'avais une grossesse parallèle qui s'enclenchait. Et j'ai toujours été inquiet, je t'en parlais juste avant, inquiet pour mes enfants. Et mes enfants, là j'inclus également Eugénie, de ce qui pouvait leur arriver en tant qu'enfant. Alors il peut se passer tellement de choses, évidemment, il y a tellement d'horreurs qui se déroulent dans ce monde que ça m'inquiétait beaucoup. Alors j'essayais de contrôler un maximum de choses. Pas leur renvoyer. Voilà, pour pas leur renvoyer, mais en même temps, c'était très présent en moi. Alors comment tu faisais pour contrôler justement ? Je pense aux parents anxieux. C'était quoi tes tips ? C'était quoi ? C'était probablement bon, j'ai échangé avec Jeanne, bien sûr, de ces inquiétudes-là. Oui. C'est déjà important parce que ça permet de les partager. Et puis en même temps, j'essayais de me raisonner, c'est-à-dire le côté mental qui te dit mais t'as aucune raison de. Mais quelque part, c'est assez insuffisant et ce sera le lien peut-être qu'on fera avec la méditation d'ailleurs tout à l'heure. Et finalement, j'ai avancé dans ma vie avec ça. Il s'est rien passé de grave. J'adore cette phrase de Francis Blanche qui dit « J'ai eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Donc en effet, j'avais des projections, des inquiétudes, et elles ne se sont pas réalisées, heureusement d'ailleurs. Donc tes filles et tes enfants grandissent, oui, et finissent par avoir des enfants, c'est ça ? Comment ça se passe, toi, de ton côté, le fait qu'elles grandissent, comment tu l'as vécu, toi, en tant que père, l'adolescence, etc. Parce que qui vient avec l'adolescence vient aussi d'autres problèmes, j'imagine. Oui. Donc, à un moment donné, vous découvrez la méditation avec Jeanne. Comment tu as la sensation, toi, que ce début de pratique va vraiment altérer ou changer ou modifier ta vie personnelle ? Alors, ta vie professionnelle, j'imagine, énormément, puisque tu vas te lancer effectivement en tant que coach, on dit. C'est pas vraiment formateur, c'est ça ? Voilà, moi je préfère le terme formateur. En mindfulness, on parle d'instructeur. Certains utilisent le terme de coach, d'accompagnement. Bon, formateur, ça me convient bien. À quel moment tu penses que ça vient changer ? Est-ce que tu as un truc comme ça qui te fait dire tiens, la méditation m'a fait changer mon comportement dans ma vie de perso et notamment dans ta vie de père ? Oui. À un moment. Alors dans ma vie perso de couple avec Jeanne, c'est arrivé très vite. Surtout que vous l'avez suivi en même temps. Absolument. C'est-à-dire que vous aviez tous les deux le même niveau d'information sur le sujet, quoi. Absolument. Au début, exactement le même. Et d'ailleurs, je parlais de regard tout à l'heure. Le regard qu'on se portait mutuellement avait changé, comme si on s'était rencontrés la veille. Assez rapidement, peut-être 1 ou 2 ans après ma formation et mes pratiques régulières, évidemment, parce que c'est important de maintenir ces pratiques individuelles, je crois que j'ai modifié le regard que je portais à mes enfants, en les considérant peut-être beaucoup plus, même si ce sont toujours mes enfants à 33 et 25 ans, pardon, j'ai dit 25 ans, non, il vient d'avoir 26 ans. Je les laisse beaucoup plus s'exprimer, je les accueille plus comme des adultes. Alors, même si, encore une fois, ce sont toujours mes enfants, ils le seront jusqu'à la fin de mes jours. Et je leur laisse
probablement plus, alors que je laissais déjà de la place et de l'expression et pouvais dire tout ce qu'ils voulaient, mais j'avais tendance à les reprendre. Maintenant, j'accueille leurs propos, leurs positions, leurs choix, et je leur donne mon avis, bien sûr. Mais c'est leur vie. Alors qu'auparavant, j'aurais probablement voulu intervenir un petit peu plus pour les convaincre d'eux. Et alors, il y a une anecdote qui était qui m'a marqué, qui les a marqués d'ailleurs, qui a dû se dérouler il y a une petite dizaine d'années. Et là, c'est avec la pratique et la lecture de cette présence acquise grâce à la méditation. J'ai toujours évidemment aimé mes enfants, je leur ai toujours dit, mais bon, de façon ponctuelle, événementielle. Et un jour, avec chacun d'entre eux, et en prenant le temps de pendant, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, d'échanger avec eux, je leur ai dit que j'étais fier d'eux, que j'étais très heureux qu'ils soient mon fils, ma fille, que je les aimais, que enfin, toute l'affection que je leur portais, etc. Pas de façon solennelle, mais dans les jours qui ont suivi, ils se sont téléphonés tous les trois, en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Papa est malade, il va mourir. » Et donc, ils ont perçu, et comme c'était inhabituel pour eux, cette façon que j'ai eu de leur parler, ça les a inquiétés. Et là, je me suis dit, il s'est passé quelque chose en moi. Mon Dieu, il est en train de nous faire sa lettre d'adieu. Qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'évidemment, tout allait très bien, hein. Bon, après, on a tous des petits soucis de santé, mais tout à fait anodins. Donc la méditation, notamment, ça t'incite aussi à envoyer ce qu'on appelle, enfin, ce que dans la méditation on appelle la gratitude, c'est ça ? Oui, oui. À envoyer de l'amour et à recevoir de l'amour. Oui. Et je pense que c'est ça que tu as voulu faire, notamment avec tes enfants, et leur dire très clairement, quoi. Absolument. Ce qui n'est pas un truc qu'on fait dans la vie de d'habitude. Tu fais un petit bisou, tu dis « Ah, je t'aime » en passant, etc. Mais pas vraiment de façon très solennelle, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que on le fait, comme tu le dis très bien, on donne des marques d'affection et on dit des mots, bien sûr que je t'aime, et c'est évident. Et comme c'est tellement évident, on n'a pas besoin de le dire. Ou si on le dit un peu rapidement. Or, la méditation augmente la qualité de présence, la qualité d'attention, et change l'intention. C'est-à-dire que l'intention nous rend finalement plus authentiques, plus sincères. Et lorsque on envoie un message, là en l'occurrence avec mes enfants, mais c'est valable dans tous les registres, un message de gratitude, on est présent. On prend le temps de l'exprimer et on le ressent dans notre corps. On ressent ce que ça produit en nous et aussi ce que ça peut produire chez l'autre. Et ça, cette gratitude, cette forme de bienveillance dont on parle également beaucoup en méditation, permet de changer les rapports que l'on a avec les autres et de créer ou de recréer ou de maintenir, de tisser des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus riches, beaucoup plus importants. Et lorsqu'on sait, enfin en neurosciences, on sait que ce qui permet de se sentir bien et en bonne santé et de vivre plus longtemps, c'est d'avoir des liens avec les autres, eh bien la méditation est très rapide d'imaginer que la pratique de la méditation nous permet de vivre en meilleure santé, plus longtemps, en se sentant mieux dans notre vie. Et des publications et des recherches également sont en train basées sur la méditation, sont en train d'apporter des précisions et des confirmations de ça. Pour en revenir à tes petits-enfants, donc tes enfants ont fini par avoir des petits-enfants, en tout cas tes deux grandes filles, c'est ça, si je me trompe pas. Oui. Et tu me disais donc que tu avais la sensation d'avoir, en tout cas en tant que grand-parent cette fois, grand-père, d'avoir un peu changé ta façon d'être avec tes petits-enfants,
par rapport. Alors ça, je pense que c'est un truc qui est assez classique chez tous les grands-parents, c'est-à-dire que tu n'agis pas forcément de la même façon avec tes petits-enfants qu'avec tes enfants. Qu'est-ce que tu as la sensation, toi, que... donc ça fait maintenant 10 ans que tu pratiques la méditation tous les jours ? Oui, enfin plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Qu'est-ce que tu as la sensation, toi, que ça t'a apporté avec le recul par rapport à la présence que tu peux avoir vis-à-vis de tes petits-enfants quand tu fais le grand-père ? Alors, je ne peux pas comparer avant la méditation, puisque je n'étais pas grand-père, avec aujourd'hui ou ces dernières années. J'ai donc en effet 3 petites filles. Lise a 2 filles, une qui s'appelle Suzanne et qui va avoir très prochainement 7 ans, et une deuxième fille qui s'appelle Sarah et qui va avoir 1 an, et Eugénie a une fille qui s'appelle Rose qui a 6 ans. Au-delà de ce qu'on peut considérer qu'en effet un grand-père, une grand-mère par rapport à un père ou une mère n'a pas la même posture, puisqu'on n'est pas en charge de l'éducation au quotidien des enfants, et que d'une façon générale on peut considérer que les grands-parents ont plutôt des moments de vie avec leurs petits-enfants qui sont les bons côtés, où les limites et le cadre peuvent être un petit peu transgressés pendant plutôt des périodes de vacances ou des moments de détente, et non pas le matin au réveil, vite, habille-toi, prends ton petit déj, dépêche-toi, on va être en retard à l'école, etc. Donc, hormis ces aspects-là, je crois que ça nous a permis, à Jeanne et moi, mais là encore une fois j'ai parlé en mon nom, d'avoir une réelle présence avec nos petites filles. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont avec nous, lorsque nous sommes avec elles, il n'y a que ça. Il n'y a pas l'ordi avec les mails, le portable, les textos. On dédie ce moment, cette journée, ces heures, ce week-end pleinement à la présence, la qualité de présence avec nos petites filles. Et ça, alors bon, Sarah a 1 an, c'est peut-être difficile pour elle de le percevoir, même si, à mon avis, elle le perçoit, mais déjà les 2 plus grandes s'en rendent compte. Nous avons également, depuis 2 ans, et là, prochainement, ce sera la 3e année consécutive, décidé de prendre nos petites filles pendant 1 semaine, 10 jours, avec Jeanne, et d'être en vacances tous les 4. Et de passer des moments ensemble, où on joue, où on dessine, où on se promène, où on va à la piscine, la mer, et à chaque fois, on a cette présence inconditionnelle et totale avec nos petites filles. Et ce inconditionnel et total est cultivé par la pratique de la méditation, et bien sûr, dans le quotidien, ne serait pas forcément facile à mettre en application. Je vois ce que tu veux dire, parce que de mon côté, en tout cas j'ai la sensation, et peut-être je leur poserai la question à mes filles, mais j'ai la sensation, en tout cas depuis que je pratique la méditation, que même si je suis dans le rush, etc., parce que je vis pas forcément avec elles tous les jours, tu sais, au quotidien, je suis à Paris la semaine, elles sont à Lille, mais en tout cas, quand je reviens à Lille, j'ai vraiment cette sensation de me dire, en fait, je m'occupe que de vous, et quand je suis avec vous vraiment, et on passe un bon moment, et je fais attention, et pas juste je vous écoute que d'une oreille parce que je suis en train de faire autre chose à côté, etc., etc. Et ça m'a complètement changé ma vision, en fait, de mon rapport à mes filles, quoi. Ah oui, mais ça c'est formidable, et je t'encourage à le maintenir et à y être attentif. Ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que malgré tout, c'est-à-dire en coupant le portable et en étant vraiment présent avec eux, je pouvais me rendre compte que j'avais quand même par moments des pensées parasites, des pensées sur oh là là, il faut pas que j'oublie ou je me suis pas occupé de ça. Là aussi, ça a été d'abord une prise de conscience que j'étais pas tout à fait totalement là,
que mon mental continuait à vagabonder, à partir par moments ailleurs. Et là, c'est une gymnastique. C'est s'en rendre compte et ok, tiens, j'étais ailleurs, je reviens pleinement à l'écoute de ce que me dit Suzanne, Rose. Et la pratique de la méditation au quotidien nous permet de repérer tous ces moments d'égarement lorsqu'on a décidé d'être complètement présent. Et c'est normal qu'on ait des pensées qui nous amènent ailleurs. Ok. Donc là, c'est un entraînement. On va pas se juger en se disant « Oh merde, t'es nul. Malgré ta décision de vouloir être complètement présent, t'as quand même des pensées qui t'éloignent. » C'est un vrai truc aussi d'éviter de se juger. Ça fait partie notamment d'une des pratiques, enfin, d'un des bienfaits de la pratique de la méditation, c'est de faire attention à pas. C'est des micro-phrases, quoi. Oui, t'es nul, t'es bête. Oh mince, je suis nul. Oui. Oh, je suis bête. Oui. C'est l'un des trucs aussi qui permet d'arrêter. Et puis surtout, je pense aussi que en tant que parent, le fait de se déjuger comme ça à haute voix vis-à-vis de ses enfants, c'est pas forcément cool. Puis en plus, on peut avoir peut-être tendance à le faire aussi à tes propres enfants sans même t'en rendre compte. Ça permet aussi de prendre conscience de ça dans la méditation. Tout à fait, tout à fait. Que l'on soit parent ou non, on a des jugements en permanence. Des jugements en permanence sur les autres, sur l'extérieur, mais également sur nous-mêmes. Et parfois, ça devient automatique. C'est-à-dire qu'on n'en a même plus conscience qu'on va se juger en se disant tiens, j'ai pas réussi ce truc-là, je suis nul ou j'y arriverai pas. Donc des pensées avec lesquelles on va fusionner. Évidemment, si je considère que j'y arriverai pas, je vais avoir encore plus de mal à parvenir à accomplir telle ou telle tâche. Et ces jugements permanents, c'est ce que j'appelle radiocritique, finalement ne nous permettent pas de se sentir bien. Et vont continuer, quand ça se produit encore une fois de façon automatique et qu'on n'en a pas conscience, à créer un terrain intérieur de mal-être, de malaise, et on commençait pas très bien d'où ça vient. Finalement, après, on le fait ressentir aux autres. Et l'image, parce que il y a l'image que je donne, et puis les termes et les mots que je vais employer, qui vont être entendus, ressentis par les autres, ça peut créer une mauvaise mayonnaise. Or, si on prend conscience qu'on a ces critiques qui surgissent de façon automatique et spontanée, et qu'on les considère comme tiens, c'est qu'une pensée finalement, c'est peut-être pas la réalité. Et si c'est pas la réalité, j'ai un champ des possibles plus large et d'autres voies, d'autres directions vers lesquelles je peux aller pour éviter d'être dans ce carcan et dans ce poids et dans ce fardeau du jugement, parce que le plus souvent c'est un fardeau. Comme tu dis justement, c'est une pensée. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est juste une vision que notre cerveau a de nous-mêmes ou de notre vie ou de notre existence, qu'on peut le faire autrement, c'est ça pour toi ? Oui. On peut voir autrement les choses ? Oui, on peut voir autrement les choses. Alors, il ne s'agit pas uniquement de décider de voir autrement les choses. Parce que si je décide de voir autrement les choses, je suis uniquement avec mon mental. Parfois, ça suffit. Mais le plus souvent, c'est insuffisant. La pratique de la méditation nous permet d'emprunter d'autres chemins, d'autres voies, d'autres portes, et de changer de paradigme, où au lieu d'être dans le mode top-down, c'est-à-dire mon cerveau qui va vouloir contrôler mon expérience ou vouloir atteindre l'objectif que je me suis fixé, ou me convaincre que la pensée que j'ai eue n'est qu'une pensée, je vais consacrer énormément d'énergie à ça. Et le plus souvent, ça m'épuise et au bout d'un moment, j'arrête parce que je suis pas forcément plus fort que mon mental. La méditation de pleine conscience, la pratique régulière de la méditation nous invite à un changement de paradigme et de passer du mode top-down à bottom-up. C'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Je l'observe, j'éprouve ce qui est là et je laisse l'information remonter à mon cerveau. Ce qui court-circuite mes modes de fonctionnement automatique, mes jugements automatiques. Alors c'est pas instantané, il faut quelques semaines de pratique, parfois ça suffit, ou quelques mois de pratique. Et là, à mon insu,
toutes mes pensées automatiques, tous les filtres que j'ai, enfin tous, progressivement, vont s'atténuer et parfois disparaître en grande partie. Et là, ça change la vie. Ça change le regard que je porte sur moi, ça alimente... je retrouve une estime de soi, une confiance en moi, un bien-être, l'envie d'avancer, d'oser, de créer. J'ai une meilleure attention, une meilleure écoute, une meilleure concentration. Et finalement, je me retrouve dans une spirale de vie vertueuse. Et c'est un chemin. On n'a jamais atteint... Il n'y a pas de but. Voilà. C'est l'un des trucs aussi, c'est qu'il n'y a pas à gagner ou à rater la méditation. C'est juste un chemin à emprunter. Absolument. C'est une autre façon d'être et de vivre avec soi et ceux qui nous entourent. C'est passer du mode faire progressivement au mode être. Et le temps passe pour tout le monde au même rythme. Donc essayons, même si on peut avoir une perception du temps différente dans nos vies, ou subir une pression du temps, essayons de vivre le plus possible en pleine conscience, en pleine présence, chacun des moments de notre vie. Et pour encore avoir une citation que j'aime beaucoup, celle du peintre Matisse, qui dit il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Tous nos moments de vie peuvent être des moments de plaisir, des petits moments de plaisir, des petits bonheurs, un chant d'oiseau, un sourire, un regard, une gorgée de thé ou de vin, peu importe. Et même parfois dans des moments difficiles, des moments douloureux, tragiques, rien ne dure jamais vraiment. C'est cette notion également que nous apporte la pratique de la méditation, c'est cette notion d'impermanence. Rien ne dure jamais vraiment, même quand j'ai une rage de dents, quand je me blesse, ou quand j'ai une pensée sombre qui m'inquiète, une angoisse. Il y a à côté de ça un espace dans lequel je peux me ressourcer. En parallèle d'une inquiétude, il peut y avoir aussi un moment de plaisir et de joie. Comment est-ce que tu as fait toi en tant que père, ou vous avez fait avec Jeanne pour inculquer ces notions à tes enfants qui grandissaient en plus, j'imagine, quand vous avez découvert ça? Alors, on n'a pas cherché à les convaincre des bienfaits qu'il fallait absolument qu'ils méditent. Oui, c'est pas la bonne façon de faire. Je pense pas en effet que ce soit la bonne façon de faire. T'es obligé, 10 minutes par jour. En revanche, on leur a parlé de ce que ça nous apportait à nous, des bienfaits, des études. On a partagé avec eux ce qu'était et ce que pouvait apporter la méditation, en les laissant complètement libres de s'intéresser ou pas, de participer ou pas à des programmes. En tout cas, une de nos deux filles a participé à un programme, pas avec nous, ni avec Jeanne, ni avec moi, parce que bon, ça aurait pu d'ailleurs, mais ça n'a pas été le cas. Et nous avons, lors de certains de nos voyages, oui, parce que nous essayons une fois par an, depuis toujours d'ailleurs, de passer des vacances ensemble. Et depuis qu'elles sont mariées ou qu'elles ont des enfants, on a maintenu ce rituel, si je peux l'appeler ainsi, de passer au moins une semaine, 10 jours de vacances tous ensemble. Toute la famille. Toute la famille. Nos enfants, les conjoints et petits-enfants. Et c'est un moment très important pour nous parce qu'on se retrouve tous à vivre un rythme familial, même si on se retrouve en dehors de ça pour des événements familiaux, bien sûr. Mais là, on est tous dans un lieu et on partage tout ce qui est à partager. Et parfois des petits moments difficiles aussi, bien sûr, parce que ça existe toujours, même si on médite. Et au cours d'un de ces voyages, nous avions... nous avions déjà une petite fille,
Lise, Eugénie, Hugo, Jeanne et moi, nous avons passé une journée. Alors là, c'était c'était au Sri Lanka, en l'occurrence, dans un temple bouddhiste avec des sommités dans le courant Vipassana. On a passé une journée avec ces personnes-là, à méditer, à partager, à échanger, à poser des questions, et nos 3 enfants ont adoré. Mais je ne crois pas qu'ils méditent de façon quotidienne. En revanche, il y a les méditations formelles où on s'assoit, où on s'allonge, peu importe la position, pendant 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, pour méditer en position immobile. Et il y a ce qu'on appelle les méditations informelles, que tu connais bien sûr, qui sont des méditations en mouvement. Marcher en pleine conscience, prendre une douche en pleine conscience, nager en pleine conscience, se brosser les dents, en étant attentif, manger. En étant attentif à ce qui se passe en nous pendant 30 secondes, 1 minute ou plus. Et je crois que nos enfants ont intégré un peu de ces pratiques informelles dans leur vie. Et c'est ce que vivent probablement déjà nos petits-enfants, et tous les enfants, naturellement, en bas âge, vivent en pleine présence, en pleine conscience de l'instant présent. Ce qui se perd malheureusement avec l'âge. On finit par avoir des trucs qui nous viennent dans la tête, c'est ça, au fur et à mesure qu'on grandit. Effectivement, tu dis que la méditation, c'est se poser, etc. C'est quoi pour toi, pour une personne là qui écouterait, qui se dirait tiens, comment est-ce qu'on fait pour débuter ? C'est quoi la meilleure façon de débuter une pratique de la méditation qui soit la plus accessible possible ? Alors, il existe des enregistrements disponibles sur YouTube ou ailleurs. Il existe des applis qui permettent également de se familiariser. Il existe des ouvrages, ils sont très nombreux maintenant, sur la méditation de pleine conscience. Avec parfois des CD, Jeanne des enregistrements. Et Jeanne en a écrit 2. Un qui s'appelle « Comment la méditation a changé ma vie et pourrait changer la vôtre » aux éditions Odile Jacob, qui est surtout un témoignage de ce que ça lui a apporté, et en même temps où elle décrit et explique ce que sont les protocoles MBSR et MBCT. Et un deuxième livre, alors là que je recommande, s'il y a des parents enfin je recommande les deux bien sûr, mais qui s'intéressent à la méditation et voudraient pouvoir le partager avec leurs enfants, un livre qui s'appelle « Tout est là, juste là », qui est un programme de méditation pour les enfants, et également pour les adolescents, c'est-à-dire ce sont 2 programmes différents, avec un CD et des enregistrements de méditation de Jeanne et avec ma voix également. Et là, c'est une bonne introduction à la méditation. En revanche, si on souhaite, en tant qu'adulte, aller un petit peu plus loin, on est très vite face à nos propres limites lorsqu'on est seul, même avec une guidance et un enregistrement. Et dans ce cas-là, si les personnes qui nous écouteront souhaitent aller plus loin, il est important de s'engager dans un protocole, dans un programme qui se déroule de façon classique en 8 séances, à raison d'1 séance par semaine, en groupe, séance de 2 heures, 2 heures et demie, qui a lieu en général en soirée, et au cours entre la 6e et la 7e séance, le plus souvent, une journée complète d'approfondissement en silence et toujours en groupe. Et là, ça permet
avec le groupe, les partages des uns et des autres, les retours du formateur, les thèmes abordés au fil des séances, d'ailleurs certains thèmes que tu as déjà évoqués, que sont les automatismes, les pensées, la bienveillance, les émotions, les compétences émotionnelles, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, je pourrais en parler longuement, mais c'est pas l'objet. C'est hyper important aussi avec les enfants, de se reconnecter à ses propres émotions. Et nous, d'une façon générale, tu en parlais tout à l'heure, je voulais rebondir là-dessus, mais je ne l'ai pas fait, mais on nous a pas appris à être bienveillants, on nous a pas appris à exprimer de la gratitude, on nous a pas appris à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et pour faire le lien avec les émotions, on nous a pas appris à accueillir nos émotions, à avoir des relations constructives avec nos émotions. On nous a le plus souvent soit coupé de nos émotions, et en nous coupant de nos émotions, eh bien parfois on se retrouve complètement envahi, submergé, on a des tsunamis émotionnels qui peuvent surgir. Et là, c'est douloureux le plus souvent. Alors que les émotions, sur le plan étymologique, ça vient de ex movere, sont là pour nous mettre en mouvement. Lorsqu'une émotion apparaît, sur le plan physiologique, il se passe des choses dans mon corps et c'est une information. Et c'est important d'avoir connaissance de cette information pour pouvoir se mettre en mouvement, être dans l'action face à la situation qui a suscité, qui a généré l'émotion que je ressens. Donc les émotions sont fondamentales. C'est dramatique justement parce qu'on a tendance, comme on n'a pas... Je pense que tant qu'on n'est pas parent, en fait, tout se passe bien parce que au pire, tu te fais du mal à toi et ça te concerne que toi. Tu peux éventuellement faire du mal à la personne qui te partage ta vie, etc. Ou alors les gens, tes salariés, etc. Et puis à un moment donné, quand t'es parent, si t'arrives pas à toi à faire ce chemin-là justement vers tes émotions, tu peux le faire payer à tes enfants. Et je pense que on est nombreux et nombreuses à avoir subi les bêtises entre guillemets de nos parents, mais qui sont pas volontaires de leur part, de se laisser submerger à un moment donné par leurs émotions, de finir par tu finis par prendre une balle perdue sans avoir demandé quoi que ce soit toi en tant qu'enfant. C'est vraiment un truc que je recommande, en tout cas moi, qui m'a permis vraiment de prendre conscience de tiens, je sens que j'ai une paire de boules, je sais pas d'où elle vient, et en fait je sens qu'elle monte. Ok, qu'est-ce qu'elle veut dire, et en fait à quel moment je vais en faire pâtir mes filles d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc ça, j'ai vraiment fait gaffe à ça depuis un an et demi maintenant. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, quoi. Mais merci de l'évoquer parce que c'est vraiment très important, et tous les parents que nous sommes, on fait du mieux possible, évidemment. C'est ça. Et le mieux possible, parfois, crée quelques difficultés, dégâts. Donc, si on en a conscience, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'essayer, d'abord de s'informer, de lire autour des émotions, des émotions primaires en particulier, et puis de s'engager dans cette pratique de la méditation. Et j'aime beaucoup, Jeanne faisait une conférence d'ailleurs, je crois, à laquelle tu as assisté il y a une quinzaine de jours, sur peu importe le thème, mais elle évoquait concernant la méditation, parce qu'aujourd'hui la méditation en France, dans le monde bien sûr, mais en France, on la retrouve en milieu hospitalier, on la retrouve, comme je l'évoquais, dans les entreprises, on la retrouve dans les écoles, avec notamment, nous on forme beaucoup de professionnels de l'enfance, d'enseignants, de psychologues, de pédiatres, à la conduite de programmes Mindful Up, ça s'appelle Mindful Up, ces programmes-là, et d'autres associations également forment des enseignants pour apporter la méditation dans l'école, et ça c'est formidable. Alors, il y a encore du chemin. Ouais. Voilà, ça prendra du temps. Mais c'est formidable que nos enfants, les enfants, puissent accéder le plus tôt possible à ces
ce champ des possibles, alors certains les appellent des outils, alors on peut considérer que ce sont des outils, mais pour ma part, la méditation va bien au-delà que de simples outils. C'est vraiment, encore une fois, un autre état d'être et de vivre dans le monde qui est le nôtre. Et pouvoir le proposer aux enfants très tôt, c'est les aider à moins subir les pressions, les interrogations, les difficultés face auxquelles le plus souvent à leur âge ils sont démunis et qui peuvent les impacter, les faire souffrir. Pas toujours, hein. Tous les enfants ne sont pas dans cette situation-là, mais si on peut les aider, faisons-le. Et si moi en tant que parent je peux aider mes enfants, et j'ai beaucoup d'ailleurs, c'est très drôle, dans les groupes que je conduis depuis toutes ces années, je pose la question aux participants, pourquoi vous engagez dans ce programme ? Alors il y a tout type de réponses, mais elles sont de plus en plus nombreuses maintenant, celles-ci, où j'entends « Ah ben c'est mon fils » ou « C'est ma fille qui m'a dit « Ah ben tu ferais bien de méditer, ça te ferait du bien ». Donc maintenant, je trouve que le lien et la relation devient presque transgénérationnel et qu'il y a parfois, dans certaines familles, des échanges autour de ça. Tu disais toi-même justement que avant qu'on commence à enregistrer, que l'un des trucs qui t'avait toi aidé, c'était que tu disais tout à l'heure que tu avais peur, et que là maintenant tu continues à avoir peur parce que c'est pas forcément parti, cette émotion-là n'est pas partie, mais en tout cas que ça t'impacte moins, c'est ça ? Tout à fait. Lorsqu'on médite, les émotions sont toujours là. Hein. On ne fait pas disparaître nos émotions, mais on change la coloration. On peut vivre l'émotion avec un regard et une coloration différentes. Aujourd'hui, lorsque j'ai peur, et j'ai toujours peur qu'il puisse arriver quelque chose à mes enfants ou mes petits-enfants, mais je suis en effet moins impacté et cette émotion, ces sensations durent moins longtemps en moi. C'est-à-dire que j'exprimais qu'une émotion a un impact physiologique au niveau du corps, hein, puisque on a notre système nerveux autonome ou endocrinien qui va produire des hormones liées à telle ou telle émotion. Eh bien, la production de ces hormones qui vont me faire ressentir des choses va être moins longue. Et donc, la peur va être moins présente et moins durable. Mais elle est là, et j'en ai conscience. Et le regard que je porte sur cette peur, c'est « Ah, ok, j'ai cette émotion, j'ai cette inquiétude-là, mais en réalité, cette inquiétude dans mon mental, c'est un événement qui se passe au niveau de mes pensées. Ce n'est pas une réalité. » Tu ne la subis plus, donc quelque part. En tout cas, tu la subis moins, j'imagine. C'est ça. Merci beaucoup, Alain. C'était hyper intéressant. J'espère que tous les gens qui écoutent là, ce sera une bonne pour eux peut-être introduction à la méditation et notamment liée à l'éducation. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant, vraiment, vraiment. Et puis je vais mettre plein de liens pour les gens qui souhaitent découvrir. Alors tu as notamment un site qui s'appelle méditer.com, c'est ça, où on peut retrouver le fameux parcours de formation MBSR, c'est ça qui permet MBSR et MBCT, puisque je suis formateur qui permet d'être qualifié en méditation. Un grand merci en tout cas pour ton temps. Merci beaucoup Fabrice, ça me fait très plaisir de te revoir ici et d'échanger avec toi sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Merci beaucoup, salut. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, vous pouvez m'écrire sur histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S, @gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre. Je fais de mon mieux. Il y a beaucoup de mails, vraiment. Un grand merci à vous pour tout votre intérêt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron, pour le 3e lundi du mois de mai. Ça sera donc le lundi 21 mai 2018. Un grand merci et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.